autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue dans NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI. En sommaire, la contestation par Laurent Gbagbo de sa radiation de la liste électorale et l'augmentation du tarif de l'électricité. Le 7 juin dernier, une délégation du PPACI était chez le Premier ministre Patrick Achi pour discuter de la radiation de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le PPACI envisage ici une solution politique à un problème qu'il considère comme étant en politique. Le 8 juin, soit le lendemain, Laurent Gbagbo a déposé un recours à la commission électorale indépendante pour obtenir sa réinscription sur les listes électorales avant les élections locales prévues le 2 septembre prochain. L'ancien président ivoirien conteste la radiation de la liste électorale, refute avec vigueur les accusations dans l'affaire dite du braquage de la BECEAO et lance un appel à la paix. Après la politique, nous parlerons de la vie sociale et économique en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a annoncé une hausse de 10% des tarifs de l'électricité. Plus de 400 000 abonnés, soit 11% des abonnés de Côte d'Ivoire sont concernés par cette mesure. L'une des raisons avancées est le déséquilibre financier du secteur de l'électricité aggravé par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous, Monsieur Tchédé Jean Gervais, vice-président exécutif du PPACI. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'être avec nous. Je vous en prie. Docteur Ngoran Bangali, analyste politique, spécialiste des questions des relations internationales. Bonsoir et merci d'être avec nous également. Bonsoir Evelyne, c'est un plaisir. André Sylvain Conan, journaliste, fondateur de Ivoire Hebdo. Bonsoir André Sylvain Conan. Et merci d'être là. Et Guillaume Bateau, journaliste également, directeur des rédactions de Notre Voix. Bonsoir. Bonsoir Evelyne. Et merci d'être là. C'est un plaisir. Et Monsieur Boniface Boyou, président de l'Association des électeurs de Côte d'Ivoire. Bonsoir Monsieur Boyou. Bonsoir Eve. Merci. Bonsoir, merci de nous recevoir ici. Merci d'être avec nous. Landry Cuyo, qui n'est plus à présenter comme les autres invités ce soir, analyste politique et enseignant formateur à l'ENA, juriste bien évidemment. Bonsoir Landry Cuyo. Bonsoir Evelyne. Et merci d'être avec nous. Alors avant d'ouvrir le débat de ce soir, je vous propose ce reportage de la rédaction de NCI. Abidjan Nord, Cocody, Engré Star 8. Siège de l'antenne locale de la CEI, Commission électorale indépendante. À l'intérieur, l'ex-président Laurent Gbagbo, venu déposer sa requête portant réinscription sur la liste électorale. Le président du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, y est reçu par le personnel de service, lequel reçoit et enregistre la réclamation. À terme, l'hôte de la commission locale est face à la presse. Occasion pour lui de faire des précisions. On ne juge pas un ancien président de la République n'importe comment et devant n'importe quelle juridiction. Je n'ai eu aucun document de ce procès, ni avant le procès, ni après le procès. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un procès? Un procès, il faut que l'accusé soit là. Il faut qu'il se défende. Le président du PPACI dit par ailleurs s'inscrire dans une logique de paix et de réconciliation depuis son retour au pays. Aussi, interpelle-t-il ses aînés Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, qui forment avec lui le trio des elders de la classe politique nationale. Moi, depuis que je suis revenu, vous voyez bien, je ne fais encore aucun coup contre personne. Parce que les coups, nous qui avons pour métier la politique, on sait en faire. On sait en recevoir, mais on sait aussi en donner. Mais j'ai décidé de ne pas donner de coups. Parce que le moment de coups est passé. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, les présidents Bédié, Ouattara et moi-même, c'est de nous conduire de telle façon
que nous laissions aux jeunes générations une Côte d'Ivoire pacifiée. Lors du dépôt de la réclamation portant réintégration de la liste électorale, une forte délégation du directoire du PPACI était aux côtés du président du parti. 24 heures avant, une autre délégation, conduite par le délégué Georges Amand-Ouénien, était les hôtes du Premier ministre Patrick Hachi. Une audience pour solliciter un règlement politique de la question du retrait du nom de l'ex-président Laurent Gbagbo de la liste électorale provisoire en lien avec sa condamnation dans l'affaire dite casse de la BCEAO. Alors, messieurs, comme on vient de le voir, Laurent Gbagbo était à la CEI pour déposer cette réclamation, un acte qui suscite plusieurs commentaires et c'est la première fois qu'il rompt le silence sur ce sujet. Guillaume Gato, quel commentaire cela vous inspire? Oh, je pense que il faut féliciter le PPACI, une fois n'est pas de coutume, d'avoir choisi la voie du dialogue que nous lui avons conseillé ici, même sur ce plateau. Bon, c'est vrai que les propos du président Gbagbo contrastent un peu avec la démarche qui a été initiée 24 heures plus tôt, mais l'essentiel, c'est de retenir que, et si on s'en tient aux propos même du chef de la délégation qui s'est rendu chez le Premier ministre, le professeur Amand-Ouénien, il a même lui-même dit que toutes les procédures, tous les recours étant épuisés, que son parti, je suppose donc avec l'accord de son patron, souhaite que dans le cadre du dialogue politique, dont le Premier ministre justement est la cheville ouvrière, que ce problème puisse être réglé politiquement. C'est ce que nous avons souhaité. Sinon, les propos du président Gbagbo lui-même sur sa condamnation, le fait qu'il n'ait pas été informé, c'est critiquable. Il y a des éléments qui montrent qu'il n'a pas tout à fait raison. Donc, moi, je suis un peu dubitatif. Je me félicite qu'ils aient choisi la voie de la négociation, qui, de mon point de vue, au regard du développement de cette affaire, reste la seule voie aujourd'hui pour permettre que cette situation soit réglée. Et comme le président Gbagbo lui-même dit qu'il ne veut plus donner des coups, parce que visiblement, il est fatigué aussi, il ne peut plus en donner, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Il faut s'engager véritablement sur la voie de la négociation et il faut les y encourager. Boniface Bouillou. Merci, madame. Pour nous, à celle-ci, les électeurs, nous l'on dit, qu'est-ce qu'un électeur? Pour nous, un électeur, c'est le citoyen qui a la capacité juridique pour prendre part à une élection, pour prendre part à un vote. Il faut encourager le président Gbagbo. Vous savez pourquoi? Parce que le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Voilà un citoyen qui s'intéresse au processus électoral de son pays et qui veut s'inscrire sur la liste électorale parce qu'en 2020, il y avait été retiré par rapport à une décision de justice. En 2021, quand il a regagné le territoire ivoirien, il s'est réinscrit en 2022 dans le cadre de la révision de la liste électorale. Malheureusement, il s'est avéré qu'il a été retiré. Donc, il est en train de se battre pour se réinsérer au niveau de la liste électorale, pour qu'il soit sur la liste électorale définitive, pour qu'il puisse prendre part à un vote. Le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme au Brésil ou en Nouvelle-Zélande et autres, où un citoyen ne prend pas part à une élection, peut être condamné. Mais ici, ce n'est pas obligatoire. Donc, pour nous, il faut encourager le président Gbagbo. C'est un citoyen à encourager, puisque lui, au moins, il s'intéresse au processus électoral de son pays. Landry Cuyo. C'est vrai que le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire, seulement il faut de plus en plus travailler à ce qu'il soit vivement souhaité. Vivement souhaité. Et c'est un très bel exemple de voir que pendant que nous avons des jeunes qui se désintéressent au processus électoral, donc à la vie politique, il y a un homme comme lui qui, malgré son âge, se bat pour. N'oubliez pas, c'est Laurent Gbagbo, c'est un homme politique, mais c'est un grand combattant, n'est-ce pas, des libertés publiques. C'est battu pour qu'on ait davantage de libertés publiques autorisées, manifestées et utilisées par les citoyens de Côte d'Ivoire. C'est aussi celui-là et ses camarades qui ont porté le combat pour qu'on ait un droit de vote à 18 ans. Donc, ça serait tout à fait étrange d'avoir Laurent Gbagbo qui se désintéresse de sa capacité à pouvoir exercer son droit souverain. En tant que citoyen, c'est le droit le plus précieux. Autre chose à faire remarquer, c'est que cette prise de parole, certes, participe à l'expression de l'homme politique à
réclamer ce qui lui est, selon lui, retiré injustement, mais c'est aussi un élément très important parce qu'il courait des rumeurs sur son état de santé, des rumeurs qui inquiétaient les uns et les autres. Moi, je me réjouis de voir Laurent Gbagbo en meilleure santé, même si, dans le fond, l'on voit ses principaux collaborateurs porter le cache-nez. Dans tous les cas de figure, c'est toujours très bon de le voir en capacité de pouvoir prendre la parole, de pouvoir s'exprimer et de surtout défendre sa cause. Certes, des propos peuvent avoir contrarié les uns et les autres, mais je tiens à rassurer Guillaume Bateau que la démarche du président Laurent Gbagbo n'est pas contraire à ce qui s'est passé 24 heures avant, c'est-à-dire que c'est le fait majeur qu'il faut retenir, la démarche officielle du PPACI de trouver un règlement politique sur le Premier ministre. D'accord. Guillaume Bateau, vous n'avez pas la parole. On va donner la parole à André Sylvain Conon pour ce premier tour de table. Alors, moi, je suis content qu'il y ait ce développement parce que c'est ma posture constante depuis le début. C'est un problème politique. Le procès lui-même, il était politique. Et le président Gbagbo, de mon point de vue, a eu l'un de ses meilleurs discours depuis son retour en Côte d'Ivoire. Parce que c'était précis, c'était concis, c'était structuré. À titre personnel, j'ai souvent critiqué certaines de ses sorties, mais ça, c'était bien anglais, comme on le dit en journalisme. Je retiens 2-3 choses. La première, c'est qu'il a dit quelque chose qui est très important, à savoir que ces 2 autres collègues, on va dire cela comme ça, devraient laisser à la Côte d'Ivoire un héritage de paix. C'est très important parce que, je l'ai souvent dit ici, il y a trop de crispation autour de nos 3 grands. Il y a même une sorte de dévotion, ce que Monseigneur Marcelin Kouadio a appelé donc les divinités politiques. Mais, vous voyez, on ne voit pas donc ces crispations autour, par exemple, de Patrick Achi. Il n'y a pas ces animosités entre, par exemple, Patrick Achi et Justin Katina Koné, entre, je ne sais pas, Adama Bictogo et Jean-Louis Billon. Il n'y a pas ces crispations, mais il y a des crispations entre ces 3 depuis près de 30 ans. Il est vraiment temps que les 2 autres personnalités écoutent ce message envoyé par le président Laurent Gbagbo qui dit on n'est plus dans le temps des coups. Alors, je pense que le président Gbagbo aujourd'hui est l'un des grands héros de mon postulat permanent, à savoir qu'il est temps pour les 3 grands de prendre leur retraite et de laisser la Côte d'Ivoire poursuivre sa marche avec leurs collaborateurs. Est-ce que son discours s'inscrivait dans le cadre de la retraite? C'est comme ça que j'interprète, ce que j'ai interprété comme dans sa déclaration sur, effectivement, il a dit aujourd'hui ce que nous devons faire, le président Bédié Ouattara et moi-même, c'est de nous conduire de telle façon que nous laissions aux jeunes générations une Côte d'Ivoire pacifiée. D'accord. Docteur Ngoran Bangali. Je pense que le président, pour rebondir sur la même thématique, le président Laurent Gbagbo, dans son discours, a identifié aujourd'hui les défis essentiels de cette génération d'hommes politiques qui sont plus vers la porte de sortie que la porte d'entrée. Parce qu'ils ont certainement 40 ans d'occupation de l'espace politique ivoirien. Et sur les 40 ans, ils ont déjà utilisé 33 ans à se battre. Il leur reste au moins à peine 7 ans. Donc ces 7 ans-là, il faut les utiliser à mettre en place un modèle de stabilité durable qu'on laisse aux générations et qu'on ait même pendant ces 7 ans le temps de tester ce modèle de stabilité avant de se retirer. J'aimerais convoquer une image utilisée par les Chinois pour définir les crises. Les Chinois appellent, les Chinois et les Japonais aussi, parce que la même expression existe dans les 2 cultures, ils appellent les crises Weiji. Weiji contient 2 idéogrammes. Wei veut dire menace, danger, et Ji veut dire opportunité ou chance. Et donc, selon la disposition, la crise se présente d'abord comme un danger, comme une menace, et puis Ji après, qui est la chance-opportunité. Donc, il faut la transformer en opportunité. Je crois que cette crise concernant le retrait du nom du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, c'est une crise qu'on peut transformer en opportunité pour que les 3 grands puissent proposer
un modèle de stabilité qu'ils pourront laisser à la Côte d'Ivoire. Je crois que dans ce défi, ce n'est pas Laurent Gbagbo justement qui devait être le personnage principal qu'on devait voir. Le personnage principal, qui a une responsabilité engagée en termes de conduire les deux autres, actuellement, c'est le président Bédié. Pourquoi le président Bédié? Parce que le président Bédié est celui qui n'est pas concerné par le conflit. Il est le doyen d'âge. Je pense que si on devait construire un scénario éventuel, c'était à lui, au lieu parce que sa dernière sortie a consisté à apporter son soutien à une partie du conflit, il devait plutôt se mettre au-dessus, appeler ces deux cadets, soit à Yamoussoukro, soit à l'hôtel du Golfe, je ne sais où, et s'asseoir ensemble pour trouver une solution. Il joue le rôle de médiateur. Alors, je pense que cette option est viable pour une raison, c'est que le président Ouattara ne va pas refuser de se déplacer parce que c'est lui qui a initié ce type de rencontre. Il l'a initié à 3 reprises. Lorsque le président Laurent Gbagbo est arrivé au pays, il les a reçus tous les deux au palais. Il y a eu ensuite la rencontre avec le président Bédié pour décrisper la situation post-électorale à l'hôtel du Golfe. Et ensuite, à l'ordre du remise du prix à Yamoussoukro. Donc, il a déjà initié lui-même en plus. Le président Ouattara, depuis un certain moment, est dans des efforts de rapprochement avec le président Bédié. Dernièrement, une délégation du RDP s'est rendue à Daoukro. Et donc, pour finir rapidement, je pense que pour ces raisons-là, le président Ouattara se rendra à cette rencontre, le président Gbagbo également. Et il y aura 2 options sur la table. Soit tous les 3, ils décident d'aller pour une dernière fois aux élections de 2025. Dans ce cas, il faut réintégrer Laurent Gbagbo par une solution politique qu'on annonce à la sortie, à la conférence de presse, ou ils décident de se retirer tous les 3 dans ce cas. On ne réintègre pas le président Laurent Gbagbo, mais les 2 autres aussi n'y vont pas. Mais il faudra choisir entre l'une des options ou l'autre. Avis bien noté. Je me tourner vers le vice-président exécutif du PPACI pour justement parler de ses activités. C'est-à-dire le 7 juin, une délégation du PPACI rencontre le Premier ministre et parle de dialogue. Le 8 juin, Laurent Gbagbo dépose une réclamation. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces 2 actions? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Il n'y a aucune contradiction. Je voudrais d'abord me réjouir de ce que tous les panélistes saluent l'initiative du président Gbagbo, sa démarche. Avant d'arriver à la rencontre avec le Premier ministre, je voudrais dire que le président Laurent Gbagbo, et il l'a dit dans son adresse à la sortie, à la CEI, cette accusation de braquage de la BCEAO est une accusation, non seulement elle est infondée, elle est inopportune, mais elle est infamante, indigne, et personne ne peut supporter ça. Nous sommes dans ce pays et le terme de braquage n'a même pas été utilisé lorsque, pendant la crise, les agents de la BCEAO à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ont été cassés et l'argent emporté. On a eu la pudeur de parler des casses de la BCEAO. C'est pour le président Laurent Gbagbo, président de la République, dont le monde entier reconnaît qu'il a une relation très saine avec l'argent, qu'on va employer le terme braquage. C'était inacceptable. Il fallait qu'il le dise pour la face du monde, pour que ça ne s'insère pas dans l'esprit des Ivoiriens que le mot braquage est lié au nom du président Laurent Gbagbo. Il fallait dire ça. Donc la question de sa réclamation, c'est certes la réclamation, mais c'est surtout pour dire à la CEI, mais surtout à la Côte d'Ivoire et à ceux qui veulent lui coller cette étiquette, qui n'est pas un braqueur, qui n'a jamais été, qui ne le sera jamais, et qu'on a autre chose à faire en Côte d'Ivoire que de chercher des poux dans les cheveux, surtout d'un cheveu. Alors, je veux dire que le président Gbagbo a fait cette démarche pour qu'on soit toujours dans la droite ligne de ce qui est convenu de faire. Ce que la loi nous recommande, ce que la démocratie nous recommande, c'est ça qu'il a fait. D'accord. Et lorsque la délégation est allée voir le Premier ministre, c'est pour 2 raisons. Il faut le savoir. Moi, j'ai participé au dialogue politique depuis la première phase jusqu'à maintenant. Je suis toujours dans toutes les discussions. Lorsqu'on fait le dialogue politique, phase 1, phase 2, jusqu'à la phase 5, c'est le Premier ministre qui est garant des recommandations qui sont les points d'accord aux discussions. Et donc, c'est pour aller lui dire qu'en tant que garant, ce qu'on a dit à la phase 5, à savoir que la réintégration du président Laurent Gbagbo est une option politique. Peu importe la manière, il appartient à l'exécutif de trouver la manière, mais c'est une nécessité, une exigence de paix. Ça a été acté au dialogue politique. On est surpris qu'on veuille le voyer avec ça. Donc, on est allé lui rappeler ça. Okay. Rappelons aussi que la Cour africaine des droits de l'homme a donné l'ordre à la Côte d'Ivoire, a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de réintégrer le président Laurent Gbagbo. Le Premier ministre, l'interlocuteur, il fallait lui dire. Et j'ai entendu ici le mot négociation.
on ne négocie pas ses droits. Le président Laurent Gbagbo n'est pas dans une posture de négocier ses droits. Il rappelle à tout le monde que pour qu'on ait la paix, pour qu'on continue à vivre, à poursuivre la décrispation et la réconciliation, commençons déjà par respecter ce qui est écrit dans nos textes. Voilà de quoi il s'agit. Très bien noté. André Sylvain Kono et ensuite Guillaume Gato qui veut prendre la parole. Moi, j'aimerais poser une question avant de faire moi-même mon propre commentaire. M. Tchédé, j'ai vu donc dans les images présentées par NCI là, Madame Nadi Bamba remplit un formulaire. C'était quoi? Elle aussi, elle a fait une réclamation, juste pour ma propre... Elle était l'assistante du président. Guillaume Gato, vous n'avez pas la parole. Juste pour ma propre curiosité. Maintenant, j'aimerais souligner que ce n'est pas la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on devrait aboutir donc à une sorte d'arrangement politique pour ce genre de problème. Alors, le président Alassane Ouattara, alors opposant, avait été, on va dire, radié un peu aussi de la liste électorale, vu qu'en décembre 2000, après que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, dirigée alors par M. Honoré Gueye, a accepté sa candidature, la Cour suprême a invalidé celle-ci. La suite, on la connaît. Je veux dire septembre 2000, avant l'élection présidentielle. Décembre 2000, c'était bien en décembre 2000. Parce que l'élection présidentielle, c'était en octobre 2000, et ensuite, il y a les législatives de décembre 2000. Donc, par la suite, on a connu la rébellion de 2002. Et bien sûr, les motifs ont beaucoup évolué au gré des intérêts immédiats de ces initiateurs. Mais l'un des motifs, justement, avancés par les tenants de la rébellion d'alors de Guillaume Soro, c'était le droit pour le président Alassane Ouattara d'être candidat, d'être éligible. Et il y a eu donc cet arrangement qui a été fait à Pretoria. Le président Laurent Gbagbo, de sa plume, alors que lui aussi avait dit à son temps que c'était un problème juridique, que c'était dans tous les cas réglé, raison pour laquelle j'ai dit toujours aux gens, restons dans les principes et les valeurs. Et donc, il n'empêche le président Laurent Gbagbo à accepter donc que le président Alassane Ouattara, sinon alors l'opposant Alassane Ouattara, soit éligible à l'issue de l'accord de Pretoria. C'était un accord politique. Cela est encore possible. Mais j'aimerais insister sur le fait que on n'a pas besoin de tout cela. Je pense qu'on ne devrait même plus être aujourd'hui au niveau de faire des coups, de mettre des pressions, de créer des tensions pour juste une affaire d'inscription sur une liste électorale. Vraiment, on ne devrait pas. D'autant que, on l'a bien vu très clairement, que le problème, il est politique. Donc, réglons ce problème politique rapidement et puis concentrons-nous sur le développement de la Côte d'Ivoire. On vous a bien compris, André Sylvain Kono. Guillaume Gato. Oui, c'est vrai que M. Tchédé dit qu'il n'y a pas de contradiction entre la démarche, j'allais dire, politique, la demande d'un règlement politique et les revendications du président Gbagbo. Parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois, ou une chose et son contraire. Mon ami Bangali a parlé des Japonais, il a parlé de Ouiji. Moi, chez moi, au Goussé, on dit « Wa nobo wa meiki ». Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un pour une mission et envoyer quelqu'un d'autre pour la même mission. Le président, où on est d'accord que ce n'est plus un problème de droit. Parce que sur le plan du droit, même si je ne suis pas juriste, sur le plan du droit, M. Amaoué, c'est lui-même qui le dit, que tous les recours sont épuisés. Ça aussi, il faut qu'on puisse l'admettre. Donc on ne peut pas faire les deux choses à la fois. Parce que c'est sur le strict point du droit, le président Gbagbo a dit qu'on ne juge pas un chef d'État n'importe comment et devant n'importe qui. Il a raison dans le fond. Seulement, ce qu'il ne dit pas, c'est que lui-même, en 2005, la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005, qui justement traite des questions du traitement des anciens chefs d'État, des anciens présidents d'institutions, dit clairement à son article 54 que l'immunité dont bénéficient, ou bien les dispositions spéciales dont bénéficient les chefs d'État, n'a pas le droit de citer si les questions qui leur sont reprochées se déroulent pendant les élections ou à l'occasion des élections. Je peux lire intégralement
l'article 54... Sauf qu'on n'aura pas le temps de... Oui, non, mais c'est pas long. C'est pas long. Combien de... C'est pas long. Okay. C'est pas long. C'est juste que les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef ou président d'institution, ou d'un ancien membre du gouvernement pour les faits criminels ou délictuels par lui commis ne prospèrent pas pour les poursuites des infractions perpétrées lors des campagnes électorales ou à l'occasion des élections. Or, justement, on peut discuter sur le fondement ou non de ce qui est reproché, mais c'était à l'occasion des élections. Donc, l'affaire, M. Djeïdé s'accroche au mot braquage, que ce soit braquage ou casse, peu importe, mais cette affaire s'est déroulée à l'occasion des élections de 2010. À partir de ce moment, si on s'en tient à l'article 54 de la loi de 2005, il n'y a plus de juridiction spéciale. Ça, c'est eux. D'accord. Ensuite, je termine. On va le laisser terminer. Je termine. S'il vous plaît. Terminer, vous aurez la parole. Moi, je lis. Bien sûr. La loi. Continuez. Voilà. Parce que quand on fait un débat aussi, il faut s'informer. Continuez rapidement. Bien. Donc, du point de vue strictement du droit, le président Gbagbo n'a pas raison de dire qu'il a été poursuivi n'importe comment. Parce que la loi prévoit justement que quand c'est à l'occasion des élections, les dispositions spéciales s'effacent. Deuxièmement, M. Ouye demande un règlement politique. M. Djeïdé a dit qu'il a passé à tous les dialogues politiques. Donc, il faut qu'on fasse un choix. Et moi, je conseille vivement à M. Djeïdé ici, et au président Gbagbo lui-même, et à tous ses partisans du PPRCI, de faire un choix clair, à savoir que c'est un problème politique, il faut le régler politiquement, il faut voir comment discuter pour que, compte tenu du fait que nous voulons la paix, le président Gbagbo l'a dit, j'ai dit, c'est une bonne chose. Il faut laisser une Côte d'Ivoire pacifiée, compte tenu de cet impératif de paix, trouver un arrangement pour que le président Ouattara élargisse l'amnistie qu'il a prise pour d'autres personnes au président Gbagbo pour que cette affaire soit réglée. C'est pas la CEI, parce qu'il sait très bien que c'est pas la CEI qui va régler le problème. Bien noté, Gombato. Boyou Boniface. Merci beaucoup, madame. Moi, je d'abord par commencer remercier d'abord la CEI. La CEI parce que vous savez que le recensement électoral et la production des listings électoraux est du ressort de la CEI. Et dans les campagnes, la CEI a dit, je mets en mission également la société civile. Donc ici, je suis sur le plateau en tant que représentant de la société civile en ce qui concerne celle-ci. Mais je voudrais dire, nous prions les hommes politiques de mettre bas la terre. Parce que voilà un pays où on ne passe jamais de charges à un président élu. Franchement. Le président Oufoué, paix à son âme, le premier président, n'a pas fait de passation de charges à Bédier. Bédier non plus n'a légué à chose, Robert Gueye, paix à son âme. Gueye, à son tour, ne l'a pas légué à chose, comme n'a pas fait de passation de charges à Laurent Gbagbo. Et à Laurent Gbagbo, entre Laurent Gbagbo et Ouattara, personne n'a fait de passation de charges. Quel est ce pays? Oufoué, il était mort. S'il vous plaît, quel est ce pays? Est-ce qu'il est possible de discipliner S'il vous plaît, Gombato? allons-y. Quel est ce pays? Envoyez la police. Gombato, s'il vous plaît. Vous voyez, nous, pendant les campagnes électorales, dans le cadre des recensements, même des campagnes pour lesquelles nous voulons des élections apaisées, les jeunes que nous rencontrons disent qu'ils sont traumatisés par les élections en Côte d'Ivoire. D'accord. Or, ce que nous voulons maintenant, dans le cadre apaisé, nous voulons justement que les trois leaders s'asseyent, s'entendent et que ça se règle sur le plan politique. Vous voyez, au dialogue politique, nous étions heureux, nous, société civile, quand nous voyons nos leaders politiques s'embrasser, se donner des accolades, discuter entre eux et tomber d'accord sur certains points, on dit « Alléluia, nous allons avancer ». Nous allons avancer, donc nous les prions, parce qu'à l'approche des élections, la population fuit. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Bien noté. Donc nous ne sommes pas sur ce plateau ici pour reprendre un jugement. Laissons les choses courir. Il est en train de s'inscrire sur la liste électorale et le reste, ils vont apprécier. D'accord, bien noté. On va certainement prendre des téléspectateurs au téléphone, le temps pour Landry Cuyot de réagir à tout ce qui a été dit sur ce plateau. Merci bien. Parce qu'ils font comme s'il n'y a pas eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Merci, vous n'avez plus la parole, M. Boyou. Allez-y, Landry Cuyot. Déjà, je crois que lorsque quelqu'un prend la parole, lorsqu'il parle, il y a le centre d'intérêt, il y a la profondeur du discours, il y a l'objet. Et puis, il y a tout le commentaire autour. Je voudrais retenir
que dans les propos du président Laurent Gbagbo, ce qui importe, c'est que l'individu vous dise « je ne donnerai pas de coup ». C'est ça qui compte. Cette démarche-là d'aller faire une réclamation, elle est réservée à tout citoyen qui estime qu'il devait être sur la liste électorale et qu'il ne l'est pas. Mais le plus important, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, c'est ce qui s'est passé 24 heures avant. Ça, c'est le citoyen Laurent Gbagbo qui dit, écoutez même son propos, il dit, moi, Laurent Gbagbo, ce que je vais laisser à mes enfants, c'est un nom qui est propre. Ça veut dire que c'est lui, intuitif personné. Mais en tant que dans la démarche politique, il y a cette délégation-là qui va rappeler à toute fin utile que le règlement de cette affaire ne peut qu'être d'ordre politique. Et quand Laurent Gbagbo dit qu'en tant qu'homme politique, il n'a plus le profit, il n'a plus la force, ou il n'a plus l'envie de donner des coups, ce n'est pas une question de sagesse divine. Encore moins rétropédalage, c'est de la lucidité, comme disait Houphouët-Boigny. La politique, c'est la saine appréciation. Lorsqu'il apprécie la situation actuelle, le rapport de force politique est tel qu'il ne peut pas donner de coups. Et il n'y a aucune raison à donner des coups. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Il s'agit pour lui de pouvoir rappeler à toute fin utile que lui, il est Laurent Gbagbo, il s'est battu pour les libertés publiques et qu'il a besoin que l'on se rappelle de lui. Il n'accepterait pas, tel que je connais l'homme, de pouvoir quitter notre monde sans être sur la liste électorale. C'est précieux d'être sur la liste électorale, il nous le rappelle à toute fin utile. Mais ce qui est important à retenir, ce sur quoi les Ivoiriens doivent se baser, doivent retenir, c'est qu'il y a un soulagement. Et ce soulagement, c'est que l'on se dise qu'il y a une issue qui ne sera pas dans les rues avec des violences. C'est une issue qui peut se régler soit au Parlement ou alors à huis clos. Je crois que lorsqu'on écoute Laurent Gbagbo et quand on considère la démarche de la délégation du PPACI, c'est plutôt un règlement à huis clos. Pour vous, c'est les deux qu'il faut prendre en compte. Au lieu du règlement à l'Assemblée nationale qui pourrait emmener d'autres polémique. Il faut se concentrer là-dessus, le souhaiter et les accompagner dans ce sens-là. Docteur Ngoron Bongali, et ensuite, je réagir rapidement sur les propos de Guillaume Bato avant de proposer les idées complémentaires. Alors, je pense que l'article qu'il a cité n'a pas de valeur dans cette situation, pour la simple raison que si on part du principe que la période électorale s'entend par la période de campagne, qui se referme une fois qu'un président nouveau, un président élu, est proclamé par la CEI, dans ce cas, on n'est plus dans le même contexte. Parce que si on reste dans sa définition de la période électorale, si on était encore dans la période électorale, ça veut dire qu'il n'y avait pas de nouveau président, donc Laurent Gbagbo était toujours président, puisqu'on était dans la période électorale. Dans ce cas, il n'y a pas de braquage. C'était le président en exercice qui allait, disons, si vous voulez, réquisitionner la BCEAO. C'est justement parce qu'on n'était plus dans une période électorale et qu'un nouveau président élu avait été proclamé par la CEI, et que l'ancien président, selon le résultat de la CEI, a requis les services de la BCEAO, c'est justement pour cette raison-là que les poursuites ont été lancées. Donc si on va même dans ce raisonnement-là, je pense que dans ce cas, les poursuites n'auraient pas de raison d'être parce que si on était dans la période électorale, le président de la période électorale, c'était bien le président Laurent Gbagbo, donc le débat même serait clos. Alors, après avoir dit ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est un rappel des responsabilités de chacun des acteurs politiques. Autant qu'ils sont, chacun a un rôle à jouer. On a clairement déjà dans l'intervention précédente évoqué le fait que le président Bédié devrait être celui qui, au-delà de ce qui s'est fait à la primature, rassembler ces deux cadets pour trancher la situation, pour arbitrer la situation. Et ça, c'est la responsabilité du président Bédié. Mais au-delà de cela, le président Alassane Ouattara a aussi une responsabilité dans l'affaire parce que, quelle que soit la formule de résolution politique, ça passe forcément par lui. C'est-à-dire que la situation est verrouillée en sorte que le chemin qui mène à Rome passe forcément par lui. Quelle que soit l'option choisie, soit on choisit l'option d'un règlement politique au Parlement, ça passe par lui parce que l'addition des deux groupes parlementaires du PPACI et du PDCI ne suffira pas à obtenir la majorité. Il faudrait que, de son côté, il donne une consigne pour que son parti également soutienne cette loi d'amnistie. Alors, la deuxième option politique, qui est l'option présidentielle, également celle de l'ordonnance d'amnistie, passe également par lui parce que c'est lui qui détient la signature. Et donc, je pense que dans les deux cas, il est mis devant sa responsabilité comme étant la clé ou la cheville ouvrière de la solution politique. Et puis le président Gbagbo lui-même, le premier concerné, je pense que sa responsabilité, c'est aujourd'hui d'amener son parti à se concentrer sur ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la solution politique. Vous savez, cette histoire-là, il y a deux angles d'attaque possibles. Il y a l'angle administratif, technique, réglementaire qui passe par la CEI. Mais après avoir écouté les différentes parties, on se rend compte que c'est une voie sans issue.
parce qu'il y a une décision de justice sur laquelle la CEI va s'accouter. Donc, même si on va se réinscrire 10 000 fois, eh bien, ils vont s'appuyer sur la décision pour décision rejeter. de justice, donc, d'accord. qu'ils disciplinent son parti pour qu'il y ait une concentration sur ce qu'on considère comme l'essentiel, c'est-à-dire la deuxième voie, qui est la voie de la résolution politique. Je vais donner la parole, s'il vous plaît. Il y a un téléspectateur en ligne, M. Jules Conté, qui nous appelle de Bingerville. Bonsoir, M. Conté. Pour vous, cette déclaration de Laurent Gbagbo est juste une stratégie pour revenir sur la scène politique? Il est déjà sur la scène politique. On ne vous entend pas. Monsieur Conté, si vous m'entendez, coupez votre poste récepteur pour qu'on puisse vous recevoir. Bonsoir, madame. Je suis... Allez-y. On vous écoute. Oui, allô. Bonjour, madame. Je suis monsieur Gourou Gilles Quentin. Quentin, d'accord. Je suis monsieur Gourou Gilles Quentin. On vous écoute. Monsieur Conté, on vous écoute. Problème de réception. Je vais me tourner vers vous, monsieur Tchédé, et je vous permets de répondre en même temps à ce que les gens, en fait, ce qu'on a entendu, la casse, le braquage ou la réquisition, et rappeler que monsieur Oubel Olaï, lors d'une déclaration récente devant la presse, a dit que Laurent Gbagbo a réquisitionné la BCAO. Tout à fait. La question de la Bamba aussi. Oui, alors je ne sais pas. Merci de me donner la parole. Alors, je voudrais dire que lorsqu'on parle de s'inscrire dans le jeu politique, en parlant de Laurent Gbagbo et du PPACI, franchement, on prêche à des convertis sur la question. Ah, c'est un. De deux, je voudrais rappeler que c'est justement le gouvernement qui est à l'origine du dialogue politique. On a commencé en 2019 sur la CEI, ensuite sur le code électoral en 2020 avec le Premier ministre Amadou Gon. Ensuite, nous avons continué avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et la cinquième phase, pour ce qui est, après les élections législatives, on a continué avec le Premier ministre Patrick Hachi. Donc c'est le gouvernement qui initie le dialogue politique. Si nous, PPACI, nous n'étions pas dans un état d'esprit de régler les problèmes de la Côte d'Ivoire par la politique, on ne serait pas allé à ce dialogue. Je vous rappelle qu'en 2011, lorsque le président Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, a été renversé, sa première parole à l'hôtel du Golfe, c'était de dire « La crise dans son aspect militaire est finie, nous sommes dans l'aspect civil ». Depuis toujours, nous nous inscrivons dans la négociation pour régler les problèmes qui se posent à notre pays. Donc là-dessus, on n'a pas de leçons à nous donner, même si Guillaume Bateau estime qu'aujourd'hui, il a un nouveau rôle de conseiller, où il peut conseiller Tchédé Jean Gévert, il peut donner des conseils à Laurent Gbagbo sur la démarche politique. Mais je ne peux pas payer pour ça. Guillaume Bateau, voilà. S'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole. Oui, mais c'est ce que tu as dit. Ça ne vous coûte rien. Vous aurez votre temps de parole. Je voudrais qu'on fasse preuve d'un peu plus de allez-y, on vous écoute. Et que ici, là, les gens qui nous écoutent veulent entendre des paroles sérieuses. La chaîne est très sérieuse. Et il ne faudrait pas qu'on descende plus bas que terre. Vous pouvez poursuivre votre... Cela dit, je voudrais dire que c'est comme ça que nous nous sommes inscrits depuis 2011 dans le dialogue politique. Je peux refaire l'histoire, mais je m'en tiens seulement au dialogue politique qui se fait maintenant. Alors, quand nous nous déplaçons pour aller voir le Premier ministre, au risque de me répéter, c'est de lui dire, en tant que garant, voilà ce que le dialogue politique avait recommandé. Ça, on l'a compris. On a signé et ça a de la peine à être appliqué. Ensuite, c'est la période du contentieux. Le président se lève et puis il va faire son contentieux. Pour qu'on voit comment ça va se passer. Pendant ce temps, les discussions politiques peuvent s'ouvrir si ceux qui doivent les ouvrir vont les ouvrir. Mais on ne peut pas aller plus loin en tant que parti d'opposition. Maintenant, pour ce qui est de la BCAO, oui. Parce que c'est là la question que vous avez posée. C'est ça la question de fond, exactement. La BCAO, au moment où le président Laurent Gbagbo prenait un décret conformément à la Constitution pour réquisitionner la BCAO, parce que la BCAO avait reçu des ordres d'en haut, d'ailleurs, pour fermer tout et d'arrêter de payer les fonctionnaires ivoiriens et de payer des pays. Or, la BCAO, c'est une banque. Madame Deba, une banque est un endroit où nous avons déposé notre argent. La Banque des États d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a son argent là-bas. Et quelqu'un prend la décision d'empêcher, en violation des textes de la BCAO, d'empêcher l'État de Côte d'Ivoire de bénéficier de son argent. Or, il faut payer les fonctionnaires, il faut faire fonctionner l'État. Donc, le président, conformément aux prérogatives que lui confère la loi, il a pris un décret pour réquisitionner
la BCEAO. Et justement, c'est ça... sur le thème de la réquisition oui. Que certains disent, quand vous parlez de réquisition, c'est un aveu, c'est presque un aveu, c'est comme si vous reconnaissiez les faits. Est-ce qu'un État dont le chef d'État est en fonction, parce que je rappelle que la loi de la Constitution de Côte d'Ivoire dit que le nouveau président prend fonction après la prestation de serment devant le Conseil constitutionnel. Donc même si les élections se sont déroulées correctement et que le vainqueur a été proclamé correctement, jusqu'à ce qu'il prête serment, c'est l'ancien président qui a le droit et le devoir de faire fonctionner l'État. Et de ce point de vue, comme on était en crise et qu'il y avait un blocage, le président Laurent Gbagbo prend un décret pour que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, les juges qui l'ont condamné, le président Ouattara lui-même perçoivent leur argent par sa signature. Et c'est ce qui a été fait. Donc la réquisition est légale. La réquisition est légale, est prévue par la loi. C'est prévu par la loi. D'accord. Ça n'a rien à voir avec un braquage. C'est prendre les dispositions pour que l'État puisse fonctionner. Maintenant, André Sylvain-Kona me demandait par rapport à Mme Nadi Bamba. Bon, j'avoue que je n'étais pas à la cérémonie, mais il s'agit à la CEI de remplir des formulaires. On peut aider quelqu'un à remplir des formulaires. Ça, c'est tout à fait possible. D'accord. Nous avons monsieur... Vous aurez la parole, Guillaume Bateau, ne vous en faites pas. Nous avons monsieur Jules Quentin qui est de retour. Bonsoir, monsieur Jules Quentin, on vous écoute pour votre réaction. Bonsoir, madame. Donc, je disais que le président Laurent Gbagbo est véritablement en train de dérouler une stratégie, comme on le reconnaît, en tant que bon stratège politique. Je vais m'expliquer. Le président Laurent Gbagbo, il a dit à plusieurs reprises, il ne se retirera que de la scène politique au moment où Dieu le rappellera. Il a été clair. Donc le président Laurent Gbagbo entend rester sur la scène politique. Et en tant que bon stratège, il sait qu'il y a une condamnation qui le prive de ses droits civiques et qu'il était condamné à 20 ans de prison et tout. Et que normalement, si les conditions restaient telles quelles, il ne pourrait plus être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le président Laurent Gbagbo, en bon stratège, le premier élément qu'il pose, après avoir créé son parti politique en octobre et tout, il va à la CEI pour sa réinscription sur la liste électorale. Entre 2022 et 2025, l'objectif du président Laurent Gbagbo, en tant que bon stratège, je le précise, c'est de remettre la question de sa réinscription sur la liste électorale. Donc, il souhaite être réhabilité dans ses droits civiques. Et donc, il remet la question au bout du jour entre 2022 et 2025. Donc, la question, comme c'est le cas aujourd'hui, est au centre de tous les débats. Très bon stratège. Deuxièmement, en tant que bon politicien, bon stratège, il sait bien entendu que de façon normale, la commission électorale indépendante ne va pas accéder à sa demande. Et donc, après, le deuxième point de sa stratégie, c'est de montrer les failles qui existent dans le dispositif électoral ivoirien à travers les personnes qui sont inscrites de façon irrégulière sur la liste électorale. Ça, c'est la deuxième stratégie. Et j'ai entendu dire, Guillaume Bateau, qu'il y avait contradiction dans la démarche du PPAC qui a été initiée la veille de la réclamation du président Laurent Gbagbo. Il faut comprendre, Guillaume Bateau, et je pense qu'il est mieux placé pour le savoir, que le président Laurent Gbagbo, comme je l'ai dit en tant que bon stratège, il veut utiliser toutes les options qui s'offrent à lui. Donc la voie politique, elle n'est pas exclue, mais en tant que bon politicien, il faut également qu'il s'inscrive dans la démarche régulière. Et donc, il va à la CEI dans le délai imparti pour les réclamations pour faire sa réclamation. Et le président Laurent Gbagbo, dans son discours, dit des choses très importantes. Mais il y a un élément qui va émouvoir la population ivoirienne. Moi, je suis né dans les années 90, mais pour ceux qui sont nés avant moi, il y a une conception qui s'est propagée dans l'entendement populaire ivoirien, qui est celle-là que le président Laurent Gbagbo est un homme intègre. Et ça, c'est tout, qu'on le veuille ou non, le président Laurent Gbagbo s'est toujours positionné comme étant un homme intègre. Et donc, le président Laurent Gbagbo dit, en réalité, moi, mon objectif, ce n'est pas vraiment d'être candidat ou pas. Je dis qu'en tant que Laurent Gbagbo, je ne peux pas admettre que moi, que les Ivoiriens le connaissent comme un personnage intègre, je ne peux pas admettre qu'aujourd'hui, on me colle un procès et des accusations de braqueur ou de casseur de la BCEAO. Et ça passe véritablement de façon bien. Parce que dans l'entendement de la population ivoirienne, Laurent Gbagbo est une personne intègre. Et donc, il va jouer sur ce point. Et sa stratégie va continuer.
Parce j'ai entendu dire, quand je suivais l'actualité, le professeur Hubert Laïc a dit que parallèlement à toutes les démarches qui seront initiées, le PPAC ira rencontrer les chefs religieux, les chancelleries. Donc, ça fait partie de la stratégie du président Laurent Gbagbo. Je pense que c'est un très bon stratège. Merci, M. Kanté. L'objectif que le président Laurent Gbagbo veut atteindre dépendra du rapport de force sur le terrain. Et je suis très d'accord avec Sylvain André Conan quand il dit que le président Alassane Ouattara s'était retrouvé à un moment donné dans cette posture. Et c'est le rapport de force avec la volonté du président Laurent Gbagbo. Ces deux éléments mis ensemble qui ont permis au président Alassane Ouattara d'être avis bien noté. Merci, M. Kanté. Merci pour votre appel. Guillaume Bato, vous avez donc la parole. Je voulais dire à M. Tchéidé que pour le moment, je suis courtois sur ce plateau. Et je n'en ai pas dérogé à cette règle par éducation. Donc, je ne veux pas qu'il m'amène à une autre posture. Voilà. Deux choses. Premièrement, mon ami Bangali, en voulant réagir à ce que j'ai dit, a dit des choses peut-être qui peuvent semer la confusion. Je maintiens que le décret de réquisition que le président Laurent Gbagbo a pris pour requérir donc la BCEAO, qui date du 25 janvier 2011, mais justement, nous sommes dans une situation de crise post-électorale. Parce qu'il a dit qu'il y avait l'ancien président, non, il y avait une crise post-électorale. Le président Ouattara et ceux qui le soutenaient à l'époque estimaient que c'était lui le vainqueur de l'élection présidentielle et qu'à partir de ce moment, le président Laurent Gbagbo n'était plus le président de la République. Voilà. Donc, il y avait la situation de crise électorale s'est poursuivie jusqu'à l'arrestation du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Donc, pendant cette période, au regard donc de la loi, on peut la considérer comme parce que la loi dit au cours des élections ou à l'occasion des élections. Non, on n'était plus dans les élections. Mais on était dans les élections puisqu'il y avait deux personnes qui revendiquaient le poste de président de la République. Mais c'est la preuve. Je viens. On va le laisser terminer. Quand tu as expliqué, je n'étais pas d'accord, mais je t'ai laissé. Allez-y, Guillaume Bato, allez-y. Donc, on ne peut pas dire que ce n'était pas à l'occasion des élections. Deuxièmement, M. Tchéidé dit oui, le président Gbagbo a requis la BCEAO, c'est vrai, il a pris un décret. Mais justement, le pouvoir qui est venu après, lui conteste justement cette qualité de président de la République au moment des faits. C'est pour ça qu'il estime que la réquisition est illégale. Okay. Voilà. Donc, il ne faut pas faire la fine bouche. La réalité, c'est qu'en janvier 2011, le président Alassane Ouattara et tous ceux qui le soutenaient estimaient que le président Laurent Gbagbo n'avait pas qualité pour représenter l'État de Côte d'Ivoire. Et il a dit, les décisions qui viennent d'en haut, justement, les instances de la BCEAO avaient reconnu le président Ouattara. C'est ça, ce sont les faits. On peut les contester, mais il faut les rappeler. Okay. Parce que si on ne les rappelle pas, on crée la confusion dans l'esprit des gens. Et ceux qui ont pris donc la décision de justice se sont appuyés sur la loi de 2005, justement, qui dit qu'à l'occasion des élections, s'il y a des contentieux, les anciens présidents de la République sont plus couverts. 30 secondes. Landry Kyo. Déjà, il est important de relever que, malheureusement, à nous écouter les uns et les autres, on est dans une démarche où on a deux lectures de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais faire une démonstration toute simple. On nous parle du fondement qui fait que Laurent Gbagbo fait l'objet de condamnation pour la question de braquage ou de réquisition. C'est selon la légalité du fait. Or, tout dépend de son statut à l'époque. Je précise que dans cette période trouble sombre de la Côte d'Ivoire, deux personnes ont été successivement investies en qualité de président de la République. Sauf qu'il y a le premier qui a été investi d'un point de vue chronologique, qui a vu que celui qu'il avait investi s'est dédié par la suite. C'est-à-dire le professeur Yao Paul-Ndré prétestant avoir été habité par le diable. Donc, s'il s'est dédié, cela veut dire qu'il vous nie la qualité que vous aviez et les actes que vous avez pris à cette époque, là, qu'on devient illégal. Par voie de conséquence, le pouvoir qui se maintient est en droit de dire que tous les actes que vous avez posés à cette époque sont illégaux. Par voie de conséquence, il ne s'agit plus d'une réquisition, mais il s'agit plutôt d'un acte délictuel. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui pour nous, pour éviter de tomber dans la polémique qui est interminable et qui va affecter forcément la question de la stabilité et de l'apaisement du climat politique en Côte d'Ivoire. Je le répète à nouveau, il est important qu'un règlement politique se fasse, d'autant plus que les partis sont d'accord sur cette question-là.
Il faut se concentrer là-dessus. Et il faut surtout veiller à ce que ce règlement-là soit accompagné par toutes les parties, de sorte à ce que les Ivoiriens puissent sereinement aller aux élections locales à l'effet de pouvoir élire de nouveaux membres des différentes instances délibérantes au niveau des communes et des régionales. C'est de cela qu'il est question. Et nous espérons, et je vais terminer avec ça, nous espérons que les 2 millions de cas relevés par le PPACI concernant les irrégularités sur la liste électorale fassent l'objet chacun de réclamations dûment formulées à l'effet d'être traités et qu'on soit en capacité tout sereinement de pouvoir aborder ces élections-là. Parce qu'il y a une menace beaucoup plus grande. Ce n'est pas le cas de Laurent Gbagbo, on ne va pas se cristalliser sur un citoyen, même quand bien même ce serait Laurent Gbagbo. Il s'agit de la liste électorale. Or, si donc on a un parti politique, pas le moindre, qui estime que cette liste électorale est incrédible parce qu'il faut une norme de 97% et qu'il y a plus de 2 millions de cas d'irrégularité, on va nettement vers une situation de blocage parce que l'opposition dira on ne peut pas aller à ces élections-là à cause de cette liste-là qui ne fait pas foi. Voici ce qui menace les Ivoiriens, voici ce qui menace la Côte d'Ivoire et il faut avec sérénité pouvoir poser les problèmes et les traiter comme il le faut. D'accord. Bien noté, Landry Cuyot. Avant de donner la parole à André Sylvain Kono, on va juste faire une courte pause. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 et en première partie d'émission, nous parlons de la réclamation déposée par Laurent Gbagbo à la CEI pour sa réinscription sur la liste électorale. Et comme vous le savez, les avis sont bien sûr partagés sur ce plateau. André Sylvain Kono, pour votre temps de parole maintenant. Oui, j'aimerais dire que les paroles pour moi de Paul Yaoundé ne sont vraiment plus crédibles. Demain, il pourra encore dire qu'au moment où il disait qu'il était possédé, il était encore sous emprise satanique. Donc, honnêtement, pour moi, les hommes de droit qui disent une chose les jours pairs et une autre les jours impairs, ça ne vaut rien du tout. La deuxième chose, c'est que l'article 54 dont il parle ne concerne vraiment pas le sujet pour lequel nous sommes en train de discuter aujourd'hui, à savoir le braquage ou la réquisition de la BCEAO. On n'était plus en élection. L'élection, c'était le 28 octobre 2010 au premier tour. Le deuxième tour, c'était le 28 novembre 2010. On était même... après, il y a eu donc l'arrêt du Conseil constitutionnel, la décision du Conseil constitutionnel, je crois, le 3 décembre 2010. On n'en était plus là. Donc, le texte qu'il sort est vraiment une interprétation de sa part. Au passage, j'aimerais aussi relever que en 2011, au moment où justement il y avait cette réquisition, John Bato était bien d'accord avec le président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je voulais dire dans la forme. Je suis plus d'accord avec lui. Oui. On dit que les positions à géométrie variable, bon, voilà. Et donc, l'autre aspect que j'aimerais relever, c'est qu'on était dans un contexte où, d'un côté, il y avait ceux qui estimaient avoir gagné, de l'autre, ceux qui estimaient aussi avoir gagné. Mais autant on reproche des choses au président Laurent Gbagbo, au camp du président Laurent Gbagbo, autant le camp du président Laurent Gbagbo a aussi des choses à reprocher au camp du président Alassane Ouattara. Rappelez-vous, l'embargo sur les médicaments. Il y a eu des choses dans les deux camps. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2023. Il faut qu'on se pose une question essentielle. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour la Côte d'Ivoire? Mais honnêtement, dernièrement sur votre plateau ici, j'ai dit, le PPACI aurait pu dire, OK, on va faire comme le RDR. Laurent Gbagbo sera candidat à la mairie de Yopougon. Vous pensez qu'on pourra gérer cette crise comme ça? Non. Qu'est-ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? Pour une petite affaire, excusez-moi, mais c'est très important pour d'autres personnes, mais pour moi, c'est juste une inscription. Réinscrivez le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et qu'on avance. Il y a des choses plus importantes dans ce pays. On a un pays à construire, à développer.
Tout à l'heure, on va parler certainement de l'électricité. Il y a des enjeux importants. Pourquoi est-ce qu'on veut nous distraire avec cette affaire? Réinscrivez le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et surtout, cela relève de la responsabilité du RHDP. Parce que, vous voyez, il y a un autre aspect. Aujourd'hui, sans qu'ils ne se rendent compte, ils vont donner donc des arguments de remobilisation au PPACI, qui a commencé à envoyer des émissaires dans les localités, dans les régions. Il y a aujourd'hui un élément qui va donc permettre au PPACI de se remobiliser. Rappelez-vous donc le meeting de Yopougon, c'est intervenu au moment de l'arrestation des 26 militants du PPACI. Mais tout cela, votre téléspectateur parlait de stratégie, mais bien sûr, s'il y a une stratégie, c'est que c'est le RHDP qui aide justement le PPACI à se remobiliser. Donc, pour moi, il faut aller de l'avant. D'accord. Docteur Ngoram Bangali. Je pense que la question a été... il y a une tentative de nous ramener dans le passé pour faire la genèse des causes profondes de ce conflit. Et je pense que nous sommes en train de tomber dans l'erreur de justement nous embourber dans ce qui nous divise. Et à ce stade-là, la question c'est de parler d'une même voix pour pousser les acteurs vers la solution politique. Et donc il n'est pas question de nous diviser à nouveau. Si c'est ce qui a constitué le problème, mais il est question plutôt de nous entendre pour pousser la classe politique vers la solution politique. Et je pense que dans ce sens-là, chacun des trois grands à sa responsabilité. Mais au-delà de cela, c'est surtout l'ensemble des Ivoiriens. Et donc ceux qui, disons, se réclament de ceux d'à gauche, de ceux de droite ou de ceux du milieu, il y a, je pense, un niveau d'engagement de chacun d'entre nous à moraliser son propos, à pacifier son propos, de sorte que, comme on l'a déjà observé par le passé, les tensions du marigot politique ne puissent pas s'infiltrer dans le tissu social à travers des ruissellements sous quelque forme que ce soit. Parce que finalement, comme l'a dit André Sylvain Conan, je pense qu'aujourd'hui, on a de plus grandes préoccupations, d'autres préoccupations qui doivent focaliser l'attention de l'opinion publique que ce dossier-là qui n'en finit pas, je dirais, d'occuper l'actualité pendant plusieurs semaines. Boniface Boyou. Merci, madame. Nous sommes très heureux d'avoir en face de nous ici l'honorable. Vous voyez, les partis politiques doivent faire l'effort de respecter le peuple, y compris les juristes eux-mêmes. Parce que pour nous, personne n'a dit le droit. Il est écrit, et c'est un problème de lecture, que lorsque la CEI proclame un résultat et que le Conseil constitutionnel doit proclamer un autre résultat contraire à celui de la CEI, on doit donc pouvoir reporter les élections. Ça n'a pas été le cas. Et c'est Yaoundé qui viennent pour dire qu'ils étaient animés par le diable, mais c'est déjà même qui doivent faire la prison. Ouais. Oui. Nous ne sommes pas d'accord, nous n'apprécions pas. La vie humaine est très sacrée. Personne ne doit jouer avec la vie. Et les politiciens devaient faire en sorte... On a comme l'impression qu'il n'y a pas eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Il y a des citoyens qui ont perdu leurs emplois. Les maisons, les tissus sociaux ont été déchirés, les familles ont été disloquées. Il y a eu des charniers partout. Aujourd'hui, le président de la CEI dit quoi? Moi, la CEI, ce n'est pas moi qui fait les qu'on appelle ça, qui prend les décisions de justice. Si quelqu'un est frappé par une décision de justice, alors vous, les politiciens, vous savez comment faire. On était tous le 13 mai à Evans, c'est qu'on appelle ça, pas de publicité, à la réception, lorsqu'ils partaient remettre la liste électorale numérique aux partis politiques. Mais ceux d'en face, PPACI, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Alors que dans la salle, il n'était pas seulement les partis politiques, il y avait aussi la société civile. Ils se sont permis de sortir de la salle sans tenir compte même de la présence de la société civile. Nous ne luttons pas pour le pouvoir. Okay. Nous sommes des éveilleurs de conscience de la population. Donc, de grâce, le président de la CEI a conseillé retourner au dialogue politique entre vous, les politiciens. S'il y a une décision politique qui vient, nous réintégrons le monsieur. D'accord. Et je conclue pour dire... Rapidement. Nous demandons aux partis politiques, au gouvernement ivoirien,
qui prend l'initiative des dialogues politiques, ça a été marqué dans le dialogue politique 5, la résolution du dialogue politique 5 de grâce, qu'on réintègre, qu'on menait la paix. Nous voulons la paix et nous voulons vivre en paix. Avis bien noté, M. Tchédé Jean Gervais. Merci. Vous avez la parole. Tout en rappelant que le temps est parti pour ce thème, arrive à son terme. Je voudrais dire que le PPACI, personne en Côte d'Ivoire ne peut nous reprocher d'être démocrate. Que chacun fasse son travail déjà. Que chacun fasse son travail. Et ensuite, lorsqu'on n'a pas toutes les informations sur un dossier, avant de porter un jugement sur un parti politique, il faut demander. Sur la question de la liste électorale et de la radiation du président, il y a un processus qui s'est passé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Lorsque la justice l'a débouté, en Côte d'Ivoire, concernant les élections, lorsque tu vas en justice et que tu perds, il n'y a plus de recours. Mais la Côte d'Ivoire a adhéré à la Cour africaine des droits de l'homme. Et là-bas, on dit, lorsque tu n'as plus de recours dans ton pays, tu viens à la Cour africaine. Et c'est ce que nous avons fait. Et cette Cour a pris une décision pour dire qu'il faut réintégrer le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il dit, bon, c'est vrai, cette Cour, elle est au-dessus de la Constitution, donc je comprends, mais ce n'est pas moi qui dois faire, il faut qu'on me donne l'ordre de le faire. Bon, vous voyez, le président de la CEI, il a dit. Il a dit ça. Si, il a dit lors d'une émission. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Il faut que l'État prenne des dispositions pour que je puisse faire ce qu'il faut. S'il vous plaît. Bon, on attend que l'État de Côte d'Ivoire obtempère par rapport à ce que la Cour africaine des droits de l'homme a dit. Mais je voudrais rappeler que ce que nous disons ici, c'est qu'il faut que la Côte d'Ivoire aille progressivement à la décrispation. Et ça a été la chute du discours du président Laurent Gbagbo à la sortie. Il dit, c'est vrai que chacun va à son pas, mais moi, j'attends que mes deux frères-là me rejoignent dans la posture qui consiste à faire en sorte, dans nos actes et dans nos paroles, à faire en sorte que nous léguions aux générations d'aujourd'hui et aux générations futures une Côte d'Ivoire apaisée. Alors, lorsque le président Laurent Gbagbo est dans cette posture-là, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher de plus? Et qu'il dit, je suis venu ici pour que vous réinscrivez mon nom parce que ne pas le faire signifie que vous me collez l'étiquette de braqueur. Je ne veux pas de ça. Toute ma vie, je me suis battu pour qu'il n'y ait pas de salissure, il n'y ait pas de souillure, d'infamie dans mon nom. Et c'est ce qu'il a fait. Alors aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes en train de faire en sorte que doucement, progressivement, on se parle en Côte d'Ivoire et que les problèmes qui peuvent être réglés puissent l'être. Tout à l'heure, en off, je disais que moi, je me réjouis aujourd'hui qu'il y ait une société civile qui vienne de plus en plus forte, qu'il y ait des observateurs qui tirent sur les sonnets d'alarme lorsque les politiciens ne vont pas dans le bon sens. S'il vous plaît, faisons en sorte que le nom du président Laurent Gbagbo soit réinscrit sur la liste électorale et que les débats politiques puissent se faire. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'on a autre chose à faire en Côte d'Ivoire. Et je crois, on en parlera certainement tout à l'heure lorsqu'on parlera de la CI, de l'électricité. Je crois que tout cet entamar-là, c'est un épouvantail pour nous distraire parce qu'il y a d'autres problèmes plus gros que les Ivoiriens vont affronter très bientôt. C'est pour ça qu'on fait tous ces brassages d'air. Merci, messieurs, pour cet avis. Le temps imparti à ce thème arrive à son thème. Quelques informations. 10 secondes, hein, Guillaume Beto. 10 secondes, ça va être très court. D'accord. Sur la question, pour répondre aussi un peu au président Gbagbo, qui a dit qu'il n'a pas été informé de la... Là, il reprend le débat. On ne va pas refaire le débat. On regarde le débat démocratique. On ne va pas refaire le débat. On va parler tout le temps. Je dis juste quelques informations. On ne va pas refaire le débat. Premièrement, je voudrais dire que la procédure a été ouverte en juin 2011. Et l'information judiciaire a duré jusqu'en 2018. Et qu'au cours de cette étape, les avocats du président Lombo étaient les personnes suivantes, et je vais les citer rapidement, et j'en ai terminé. Maître Martin Blé, Maître Beaubré Félix, Maître Jean-Serge Bouillon, les cabinets d'avocats Dako et Gueux, et Maître Baroua Agapé Sonam. D'accord. Ces personnalités ont assisté le président Gbagbo tout au long des procédures. Bien noté. Dernier commentaire pour terminer cette affaire. Mes amis disent que l'affaire, la loi que j'évoque ne concerne pas
le dossier de la question, mais je suis désolé. Quand on dit à l'occasion des élections, on est bien d'accord que la crise électorale a duré pour avril. On a bien compris. Voilà, on était dans les élections. On a bien compris. Tu étais rapidement réagir à ce qu'il a dit. Rapidement. S'il vous plaît, monsieur Bo, vous n'avez pas la parole. Ils sont vivants. Les avocats qu'il a cités, oui, je n'ai pas dit qu'ils sont morts. Ils sont vivants. Guillaume Bateau, on vous a écouté, s'il vous plaît. On va s'écouter. On va s'écouter. Allez-y, rapidement. Allez-y. Oui, voilà, donc il faut rester calme. C'est mieux comme ça. Les avocats qu'il a cités étaient les avocats de Condé Katina. Le président Laurent Gbagbo n'a pas commis ces avocats-là. Il faut le savoir aussi. Mais maintenant aussi, qui était le président Gbagbo. J'ai dit, ils ont plaidé pour le président Gbagbo. Je suis désolé. Oui, je le maintiens. Mais on va s'écouter, non? On va s'écouter sur le plateau. D'accord. Allez-y, réagissez rapidement. Pour commettre un avocat, on doit produire le document qui le commet. Est-ce que Guillaume Bateau est en mesure, ici, sur le plateau... Mais Maître Agathe Baroua, il a de réputation. D'accord. On va pas refaire le débat. Monsieur, s'il vous plaît. On va pas refaire le débat. Vous avez beaucoup de documents. Oui, j'ai beaucoup de documents. Je peux vous en donner. D'accord, on va tous compris. Je peux vous en donner. On va pas refaire le débat. On va aborder le deuxième thème de cette émission. On ne va pas refaire le débat. Sur proposition de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité et après l'analyse de la commission consultative sur les tarifs d'électricité, le gouvernement a décidé d'un ajustement moyen du prix de l'électricité, soit une hausse de 10% pour une partie des abonnés à partir du 1er juillet. Je vous propose ce reportage de la rédaction d'NCI, on en discute juste après. À partir du 1er juillet 2023, 400 000 abonnés de la compagnie ivoirienne d'électricité, soit 11% des utilisateurs de cette énergie, verront une hausse du prix de leur consommation. La répartition de l'ajustement tarifaire, estimée à un taux moyen de 9,6%, a été rendue publique lors d'une conférence de presse. Il est important de préciser que 89% des abonnés ne seront pas concernés par cet ajustement. Ainsi, la répartition du taux moyen d'ajustement se présente comme suit. Les abonnés de 5 ampères et de 10 ampères ne sont pas concernés par cet ajustement. Les abonnés de 15 ampères et plus, ainsi que les professionnels, auront un ajustement de 10%. Les abonnés de la haute tension et de la moyenne tension auront un ajustement de 15%. Cette décision vise à renforcer les investissements dans le secteur afin d'éviter la dégradation de la qualité du service d'une part et corriger le déséquilibre financier d'autre part. En effet, selon le ministre de tutelle, la différence entre le prix de vente, évalué à 73 francs CFA le kilowattheure, et le prix de revient, à 89 francs CFA, pourrait conduire à une perte d'exploitation. L'écart entre les besoins de financement du secteur de l'électricité et les ressources qu'il génère perdure et s'amplifie. Pour la seule année de 2023, la perte d'exploitation est estimée à 161 milliards de francs CFA. Cet ajustement permettra de réduire la perte d'exploitation du secteur de 76 milliards de francs CFA en année pleine. Face à la crainte d'une inflation qui découlerait de cette décision, le gouvernement rassure. Une étude préalable a été menée afin d'éviter ce cas de figure. Aussi, tout sera mis en œuvre pour assurer le contrôle. On n'a pas grand-chose à dire. Alors, comme on l'a tous suivi, le gouvernement a annoncé une hausse de 10% du tarif de l'électricité pour une partie des abonnés, soit 11% des abonnés de Côte d'Ivoire. Le commentaire que cela suscite, André-Sylvain Conan, je commence par vous. Alors, moi, je pense que le niveau de développement de la Côte d'Ivoire impose que des décisions soient prises. Vous voyez, l'histoire de l'électricité en Côte d'Ivoire, on est parti donc de l'EECI sous le président Félix Houphouët-Boigny, par la suite, en 1990, il y a eu la libéralisation, du moins, du transport et de la commercialisation. Et cela, ça a été confié à la CIE. Et en 2010-2011, donc, à l'avènement du président Laurent Gbagbo, alors que des structures avaient été créées, SOPIE et autres,
on a créé donc Côte d'Ivoire Énergie pour s'occuper donc de la production et autres. Donc, il faut bien comprendre que en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs structures qui s'occupent du secteur de l'électricité. Donc, Côte d'Ivoire Énergie qui s'occupe donc de la production, hein, et la CIE qui s'occupe donc du transport et de la commercialisation, l'ANARE qui fait, on va dire, de la régulation, et puis certains acteurs. Alors, très souvent, les gens disent, bon, il faut libéraliser le secteur, mais en fait, le secteur a été déjà libéralisé. Au niveau de la production, parce qu'aujourd'hui, on a l'État, à travers la CIE, qui gère les barrages hydroélectriques. Soubré, Ayamé 1 et 2, Kossou et tout cela. Mais il y a des producteurs indépendants, Cyprel, Azito et autres. Donc, ceux-là, ce sont des producteurs privés. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 1984, rappelez-vous, Cannes, la Côte d'Ivoire 1984, il y a eu des délestages énormes parce que, justement, on était un peu dans une sorte de déficit où je prends souvent cette image d'une femme qui vend des beignets au quartier et qui achète de la farine, de l'huile, une bouteille de gaz, et pour des beignets qui ont un coût de revient finalement de 50 francs, mais qui décide de vendre à 25 francs. Vous voyez? Et donc, à un moment, ce n'est plus possible. Alors, certains diront, oui, mais il faut peut-être voir le coût de la vie, le coût qu'on appelle ça, le niveau de vie de l'État et autres, mais c'est tout un autre problème. Okay. Parce que cette dame qui, par exemple, vend ses beignets à 25 francs au lieu de 50 francs, même si elle décide de supprimer le téléviseur chez elle, si elle décide de ne plus donner le goûter de ses enfants, le problème structurel demeure, à savoir qu'elle vend des beignets à perte. Voilà. Donc, c'est ce qui se passait depuis 1984. Donc, les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas eu forcément le courage de poser le problème. Parce que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays où le prix de l'électricité était assez donc, pour vous, l'augmentation est justifiée? Absolument. D'accord. Absolument. Landry Cuyot. Merci bien, Evelyne. Moi, je parle de réajustement. À écouter André Silva Conan, c'est une question de veiller à ce que la Côte d'Ivoire, en tant qu'État responsable, vous abondez dans le même sens, n'ait pas à vendre l'électricité à perte. Moi, j'ai un problème qui est ailleurs. C'est vrai qu'on est dans une mesure qui, dans son application immédiate, est partielle. Concerne que 11%. Mais les 11% là sont essentiellement des entreprises qui verront bien sûr leur facture d'électricité monter et dont le coût de production des biens et services aussi sera impacté. Par voie de conséquence, les ménages qui sont les consommateurs vont subir cela dans un contexte de cherté de la vie. Le ministre nous dit qu'il y a eu une étude préalable. Je me dis que quand on a une démarche transparente, il faut nous faire connaître l'essentiel de cette étude-là pour rassurer les Ivoiriens. Autre chose au niveau de la communication, j'estime qu'elle a été biaisée parce que les premières personnes qui ont évoqué le réajustement au niveau des tarifs d'électricité, c'est le PDCI-RTA, en évoquant un motif contraire à celui qui est porté aujourd'hui par l'État de Côte d'Ivoire. Par voie de conséquence, ça crée un problème, une confusion dans la tête des Ivoiriens et une véritable crise de confiance. Et lorsqu'on doit prendre des mesures aussi importantes, aussi sérieuses, il faut éviter d'être la personne qui est en situation de défense. Il faut prendre l'initiative, il faut bien cadrer sa communication de sorte à ce qu'elle ne connaisse pas d'interférence. Aujourd'hui, nombreux sont les Ivoiriens qui disent, en réalité, c'est à cause de la mauvaise gestion de la dette que l'on est en train de pouvoir augmenter l'électricité. Alors qu'aujourd'hui, on a un motif qui est autre, qui est porté par l'État de Côte d'Ivoire. Qui croit, dans tous les cas en politique, parce que c'est une question qui a un impact politique, c'est comment les gens perçoivent cela. Okay. Dernière chose, je vais terminer avec ça, c'est de dire aussi qu'il faudrait qu'en Côte d'Ivoire, on ait le courage politique de pouvoir s'organiser de la manière la plus structurée possible. Cette situation nécessite que les Ivoiriens soient informés comme il le faut, parce qu'aujourd'hui, on leur dit 89% des foyers ne sont pas concernés. Mais rien ne dit que dans 2, dans 3 mois, ils seront concernés. Rien ne le dit. Donc, il y a une inquiétude qui est justifiée
Et il faudrait qu'au niveau du ministère, on travaille davantage dans une démarche de communication institutionnelle efficace à pouvoir rassurer les Ivoiriens, parce que ceci peut constituer une véritable cause de remous social. Ok. Serge Patrick de Souza, analyste politique, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Votre avis sur la question? Je pense que André Sylvain qu'on a déjà planté le décor. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir éclairer l'imagerie populaire. On s'est dit que la Côte d'Ivoire vend de l'électricité. Ailleurs, pas nous, mais ailleurs. Et comment est-il possible que nous qui vendons là, c'est nous, on paye cher? Je prends vraiment le langage terre à terre pour qu'on puisse comprendre. En fait, la Côte d'Ivoire même achète aussi l'électricité. C'est comme on dit, la Côte d'Ivoire, le premier port tonnier d'Afrique. Mais ce n'est pas nous qui pêchons. Ce sont des gens qui quittent ailleurs pour venir pêcher le thon. Et c'est eux qui nous revendent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'électricité. C'est pareil. Et pour des besoins qui ont été évoqués par le ministre, il fallait choisir. Soit nous allons vers le délestage, parce qu'effectivement, pour la qualité de l'électricité, il y a une sorte de démographie qui a grimpé. Donc, la population de Bingerville de 1980 n'est pas la même population de Bingerville d'aujourd'hui. Il y a aussi des besoins au niveau technique. Mais en même temps, les structures qui sont en dernière position, c'est-à-dire, il y a Fostroc qui prend le gaz, qui emmène à Azito, Azito transforme et donne à la CIE pour pouvoir revendre. Mais la CIE vend à pète. Parce qu'effectivement, si nous devons tenir compte de ce que la CIE a des charges et que la CIE doit pouvoir capitaliser, c'est-à-dire je vends pour avoir de l'argent, si je dois vendre seulement à pète, ça ne fonctionne pas, ça ne pourra pas marcher, il faut prendre des décisions. C'est de là que vient cette histoire d'augmentation. Mais comme ce que Kyo a dit, c'est pertinent. Ce sont des industriels. Et c'est ceux-là qui ont entre les mains 80% de l'employabilité des gens. C'est ceux-là qui vendent le produit sur le marché. Si les charges fixes grimpent par rapport à l'électricité, ça veut dire qu'il doit faire un choix. Soit je diminue le nombre d'employés que j'ai, ou alors, qu'est-ce que je fais? J'augmente le prix des produits que je vends sur le marché. Et donc, le ministère nous dit qu'effectivement, il y a des mesures qui ont été prises, il y a des dispositions, mais ces mesures sont lesquelles? Moi, je pense qu'à ce stade-là, il y a deux autres ministères qui rentrent en ligne de compte. Et le gouvernement a intérêt à jouer la carte de la solidarité et de la cohérence dans les actions. Le ministère de l'Industrie et le ministère du Commerce. Mais quand le ministre des Mines finit de parler, que disent les autres ministères? Est-ce qu'effectivement, il y a eu des mesures, des discussions au préalable? Il faudrait qu'on soit dans une société qui est véritablement ouverte, où lorsqu'on doit prendre des mesures comme celle-là, c'est-à-dire augmenter le prix de l'électricité, qui est vraiment essentiel, il faut que ça soit vraiment libéral. Il faut qu'on voie, il faut que la population entende. Et c'est là le problème. Voilà, donc je m'arrête là. On note bien, Guillaume Bateau, qui est encore dans des documents. Oui, vous savez, j'ai décidé de documenter mes interventions pour nous éviter d'aller dans les débats émotionnels. D'accord. C'est plus rationnel, ça rassure tout le monde. On vous écoute. Les amis ont dit, ce qu'on peut reprocher, c'est peut-être, sans connaître les impératifs du gouvernement, c'est peut-être la communication à retardement. Mais les explications, je pense, tiennent la route. Vous savez que notre pays a connu plusieurs années de crise. La dernière décennie a été une décennie de crise. Donc il y a des investissements qui n'ont pas été faits pendant longtemps, dans plusieurs secteurs. On connaît le secteur routier. Aujourd'hui, c'est le secteur de l'électricité. Donc il y a des mises à niveau à faire. Et quand on écoute le ministre et quand on a fouillé un peu les comparaisons avec des pays voisins, notamment les pays africains, on voit que malgré cet ajustement, le coût de l'électricité reste quand même assez faible en Côte d'Ivoire comparé à un pays comme le Ghana ou le Sénégal ou même l'Afrique du Sud. C'est clair que Kouyo et de Souza ont pointé du doigt le fait que les industriels qui vont être majoritairement impactés peuvent être tentés de répercuter systématiquement ces augmentations. Mais je pense que dans le cadre de ce que le ministre a annoncé... Mais c'est une augmentation de charges à leur niveau. Oui, bien sûr. Il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions pour que ces augmentations puissent être encadrées, de sorte que les industriels puissent avoir des compensations. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'augmenter systématiquement le coût des produits. Et je pense que, en attendant donc que cette discussion ait lieu,
il faut souhaiter que le gouvernement et les parties prenantes s'accordent pour ne pas que les répercussions soient systématiques et puissent peser lourd dans le portefeuille des consommateurs finaux. En tout état de cause, je crois que notre pays a amorcé une phase de développement telle qu'il y a forcément des ajustements à faire. Vous voyez la question, l'électricité pour tous. Depuis un certain nombre d'années, tous les villages de plus de 500 habitants sont systématiquement électrifiés. Ça fait progresser le nombre d'abonnés. Donc, il y a des efforts à faire. C'est vrai, on peut améliorer, on doit même améliorer la communication vis-à-vis des populations, y compris aussi les industriels qui vont être impactés. On doit continuer de travailler à sensibiliser pour que l'effort soit partagé à tous les niveaux. Donc, je pense qu'il n'y a pas matière à fouetter. Je dirais pas Merci Guembaton, on vous a bien compris. Il n'y a pas matière à fouetter un rat. D'accord. Tu as dit Jean Gervais? Merci, madame. Bon, alors, moi, je suis dans tout ça, quand je regarde, ça me ramène aux années 90, où on était sous programme. Je commençais au ministère de l'Économie et des Finances. On était dans les PAS, les programmes d'ajustement structurel. Et selon les informations que nous avons, quand je dis nous, je veux dire nous, de l'opposition, on n'est qu'au début de nos malheurs. Là, c'est qui se profile à l'horizon. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que toute cette agitation, tous ces problèmes qui ont été créés autour de Laurent Gbagbo sur la liste, là, c'est la diversion pour qu'on n'ait pas le temps de penser à ça. Il y a orage à l'horizon, madame. Le FMI va nous remettre, si ce n'est pas déjà fait, sous programme. Et les conditions sont généralement draconiennes. Et c'est ce qui arrive. Depuis les années 90, quand on a commencé à démanteler notre patrimoine de production nationale et qu'on a désengagé l'État totalement, qu'on a nationalisé, qu'on a libéralisé, eh bien, il fallait s'attendre à ce que, tôt ou tard, ça nous retombe. Là, c'est ça qui est en train d'arriver. Tout le monde a déjà dit que l'augmentation de 11% concernant de 10%, augmentation. 10%, pardon, concernant les 11% d'abonnés qui sont les industriels, mais ça va nous retomber dessus. Parce qu'on a beau dire, la cherté de la vie qui était déjà là, un fardeau, va s'enfler. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que si les coûts de facteurs sont élevés, forcément, le produit final est élevé. L'industriel, lui, il ne va jamais supporter cette augmentation. Il va répercuter ça sur vous, madame, sur moi, sur le panier de la ménagère. C'est ça qui va arriver. Donc, ce qu'il convient de faire, et je suis d'accord avec Kuyo, quand c'est comme ça, ça ne coûte rien d'ouvrir une discussion avec les parties prenantes pour que déjà, le problème est là. Donc, il faut qu'on en parle, il faut qu'on ait l'humilité de descendre pour dire, bon, voilà, venez, voilà le problème qui se pose à nous. Parce que là, on était dans un PPTE, pays pauvre, très endetté. Là, maintenant, ils ont remplacé le terme par pays à revenu, mais c'est la même chose. D'accord, mais quand vous revenez sur les mesures, par exemple, les raisons annoncées par le gouvernement, qui parlent d'une perte d'exploitation du secteur de 76 milliards de francs CFA, donc une exploitation à perte. Oui, quel est le compte d'exploitation est négatif, c'est clair, j'ai vu les tableaux. Est-ce que l'augmentation est justifiée selon vous? Ce n'est pas en impactant, en faisant payer à Guillaume Bateau, à De Souza ou à Kuyo, qu'on va régler le problème. Ce qu'il faut, c'est à la base, au niveau des charges de l'État, de faire un transfert. Il faut faire un transfert pour réinvestir dans la production d'électricité pour qu'on maintienne. Et je reviens pour dire que ce n'est pas seulement la subvention à l'électricité qui va disparaître. Les subventions sur d'autres produits de première nécessité vont bientôt disparaître aussi. Dr Ngoran Bangali, avant de... Oui, je pense qu'il faut faire quand même une analyse des causes pour qu'on puisse situer le débat d'une manière plus juste. Allons-y donc. Alors, à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a un défi de transformation de l'économie ivoirienne. Depuis quelques années, on a observé que la Côte d'Ivoire est un pays qui vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire qu'on vote un budget chaque année et après, il faut aller s'endetter à hauteur de 2000 milliards pour boucler notre budget annuel. La solution pour qu'on sorte de cet engrenage-là, c'est d'augmenter les revenus à l'exportation de notre café cacao. Mais quand on exporte le cacao sous forme de fèves, on touche seulement l'équivalent de 40% des revenus d'exportation. Donc la solution qui a été déclinée dans le PND,
c'est de passer de l'étape où on exporte des fèves, donc qui nous garantissent des revenus assez 5%. Quand on vend 100 kg de cacao dans le monde, 100 kg de chocolat dans le monde, on ne touche que 5 à 7% des revenus. Donc pour passer d'un gain de 7% à 15%, donc de doubler notre mise, la solution à travers le PND, c'était de construire des usines de broyage, de sorte que les fèves, là, on les broie en Côte d'Ivoire et on les exporte sous forme de beurre de chocolat. De sorte à doubler le revenu de l'État de Côte d'Ivoire. Comme ça, on aura suffisamment déjà pour ne plus vivre au-dessus de nos moyens et puis pour rembourser les anciennes dettes. Mais comme l'État de Côte d'Ivoire vit déjà au-dessus de ses moyens, pour financer justement ces industries de broyage, donc pour transformer l'économie, lui permettre de passer au stade où on en est, au stade d'une économie intermédiaire, il faut des capitaux pour installer ces industries-là. Donc, une négociation est engagée entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et le FMI. Ils disent que le projet est vraiment brillant. Et donc, initialement, la Côte d'Ivoire avait demandé 2,6 milliards de dollars. Alors, ils adhèrent tellement au projet qu'ils ont même donné plus que ce qu'on a demandé, 3,5 milliards. Ouais. Mais étant donné que le pays a déjà un déficit qui traîne depuis des années, on demande à l'État de Côte d'Ivoire en face aussi de faire des efforts de son côté. Nous, on va mettre à votre disposition les capitaux qu'il faut pour que l'économie monte à un autre niveau, pour que vous gagnez plus, pour pouvoir couvrir vos anciennes dettes et celles que vous contractez. Mais en contrepartie, il faudrait que ce qu'on vous demande comme effort, c'est de supprimer toutes les subventions, puisqu'on considère que l'État de Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens, justement parce que l'État prend en charge un certain nombre de subventions dans l'énergie, dans le secteur alimentaire et tout cela. Et donc, c'est, je veux dire, la contrepartie un peu salée. On demande à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe dans le secteur de l'énergie, je pense que c'est un premier pas. Il y aura bien sûr d'autres subventions qui seront supprimées. Et l'État de Côte d'Ivoire, pour ne pas s'attirer la colère de la population, a proposé à FMI qu'en contrepartie, ce qu'ils peuvent faire, c'est de faire des transferts d'argent aux couches les plus vulnérables. C'est-à-dire qu'on supprime les subventions sur des produits alimentaires, sur l'électricité, mais pour éviter une colère sociale, un peu le modèle qui a été mis en place pendant la Covid. Malheureusement, ceux qui sont les plus démunis, qui sont dans les zones rurales, n'ont ni de téléphone, ni de compte mobile money, à plus forte raison, même une connexion au réseau national. Donc je pense que, à la base, l'idée qui motive donc ce processus dans lequel nous sommes, c'est une idée brillante, que la Côte d'Ivoire puisse sortir de son statut d'exportateur de fèves pour passer à celui de beurre de cacao. Mais le problème, c'est ce qui est en question, c'est le choix qu'on fait du moyen de réunir de l'argent pour réduire notre déficit. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, le premier problème, c'est la déperdition des finances. La déperdition des finances, on peut récupérer cet argent qu'on recherche en moralisant la vie de l'État. Il y a des institutions qui existent en doublon. On a mené des audits dans plusieurs structures de l'État où, en se concentrant sur seulement une seule EPN, on a vu avec le cas du fer, on a récupéré... Bon, du moins, on a découvert un trou de plus de 35 milliards. Parce que je vois que vous êtes très bien lancé. Donc, je pense que c'est vrai. C'est vrai, l'État a besoin d'argent pour réduire son déficit budgétaire, mais cet argent-là, on peut le trouver en moralisant le train de vie de l'État. Et puis, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir recours à cette voie-là. Bien noté. André Sylvain Conon. Non, moi, je pense qu'il y a beaucoup trop de fantasmes autour du FMI qui impose les trucs et tout ça. Non, le problème n'est pas là. Et encore une fois, je le répète, le problème du train de vie de l'État est une chose. Moi-même, je suis un militant de ce qu'il y a des institutions à supprimer. Mais tant que vous ne réglez pas votre déficit structurel, à savoir que le prix de revient de la production d'électricité est plus élevé que ce que vous vendez, toutes les décisions que vous prendrez sont des... Bon, voilà. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que, mine de rien, il faut qu'on sache d'où on vient. 1391 mégawatts en 2011. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit plus de 2500 mégawatts. C'est-à-dire qu'en 11 ans, la Côte d'Ivoire a doublé sa production. Première chose. Deuxième chose, on était donc à un taux moyen de coupure de 47 heures par an en 2011. Aujourd'hui, nous sommes à 28 heures. OK? On était à un taux de couverture en 2011 de 33% du territoire ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes à 82%. Quand vous partez, par exemple, dans la région du Nzi, sur 266 villages et gros campements, seulement 6.
ne sont pas encore électrifiés. Ce qui n'était pas du tout le cas, il y avait moins d'une centaine en 2011. Donc, il y a un choix qui a été opéré, qui consiste à dire, OK, il faut que la Côte d'Ivoire atteigne un certain niveau d'électrification. Mais ça a un coût. Vous voyez, ça a un coût. Et donc, malgré tout ce qu'on fera comme la plus-value au niveau donc, de la transformation, ça n'arrête pas le problème du déficit. Alors, tout à l'heure, quelqu'un a parlé du PDCI qui avait... Oui, parce que en réalité, c'est le gouvernement qui en a parlé au départ. Le 3 mai, je crois, en tout cas début mai, il y a eu un conseil des ministres où le gouvernement avait parlé du déficit au niveau du secteur de l'électricité. Mais alors, le porte-parole du PDCI, pourquoi est-ce qu'il en a parlé par la suite? C'est parce que justement, le gouvernement, avec le Premier ministre Patrick Kachi, était en train de discuter avec les industriels pour arriver à ce qu'il n'y ait pas de répercussions sur certains produits. C'est comme ça que les fuites sur le fait que les rumeurs ont commencé à courir sur le fait qu'il y aurait... Donc, il y a effectivement des décisions qui ont été faites, mais effectivement, le ministère chargé donc du commerce et de l'industrie doit venir rassurer les Ivoiriens parce que, à ma connaissance, il y a des études qui ont été effectivement faites où c'est une marge de 0,01% de surplus, par exemple, sur certaines charges. Qui peut être une marge importante selon que... Oui, c'est important. Mais encore une fois, il faut que... Moi, un instant, il faut que les Ivoiriens comprennent une chose. Moi, je connais presque tous les pays qui sont environnants. Quand vous prenez, par exemple, le Ghana, la Guinée, même le Nigeria, mais les citoyens sont obligés de payer des groupes électrogènes. En Côte d'Ivoire, on ne paye pas de groupes électrogènes. Voilà. Et donc, on doit accepter qu'on a un certain niveau de développement aujourd'hui et on doit assumer. D'accord. Landry Cuyo. Evelyne, c'est ce que je disais dès le départ. Hein. Vous savez, en toute chose, c'est une question de communication. Que M. André Silver Conan, qui n'est même pas parti dans cette affaire, soit en train de défendre. D'accord. Il est en train de défendre. Ce n'est pas son job à lui. Ce n'est pas son travail à lui. Combien d'Ivoiriens écoutent le communiqué du Conseil des ministres? Combien? Ce n'est pas aujourd'hui que ça a été programmé, ça. Mais lorsqu'on a une communication qui est tardive, la conséquence, c'est qu'on soit sur la défensive. Aujourd'hui, on a deux grandes théories. Mais les gens vont choisir la théorie qui leur sied. La réussite d'un programme politique est la communication. Et aujourd'hui, qui croit dans cette histoire? Dans tous les cas de figure, on ne nie pas les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire et les réalisations extraordinaires qui ont été réalisées au cours des dernières années. Ça fait plaisir de voir que la Côte d'Ivoire est pratiquement du ciel, est pratiquement éclairée, oui. Mais lorsqu'on a donc cette ambition-là de continuer, d'améliorer, à l'effet de pouvoir permettre aux Ivoiriens d'avoir accès à tous les services qui procèdent de l'électrification, il faut aussi avoir cette démarche en termes de communication pour faire savoir aux Ivoiriens que autant d'efforts nécessitent de mobiliser du financement. Et donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, on est dans l'optimisation de la mobilisation des ressources intérieures. Et le dit dans un langage très simple pour que les Ivoiriens soient apprêtés pour éviter qu'il y ait ce fameux fantasme du FMI, qui peut être aussi une chose qui est tout à fait réelle. Mais permettez aux Ivoiriens de pouvoir lire de manière transparente la démarche du gouvernement pour ne pas qu'il y ait des frustrations, de mauvaises compréhensions. C'est tout ce que nous demandons. Serge Patrick de Souza, ensuite Guillaume Bateau. Oui, Evelyne. En rappelant qu'il nous reste quelques minutes pour terminer l'émission. Très rapidement. Pour les cartons. Très rapidement. Allez-y, rapidement. Il faut quand même faire de la pédagogie parce qu'en fait, le problème avec le gouvernement, c'est un peu ça. Comme ce que Landry Cuyo a dit, et on ne va pas s'arrêter d'insister. Le gouvernement ne communique pas. Vous voyez, le problème avec la RTCI et Orange. Mais on est ressorti de là, qu'est-ce qu'on a retenu? Rien. Ah si, on a gagné. Non, je viens. Pourquoi je dis rien? Parce que l'Ivoirien lambda, là, qui paye le coût, là, est-ce que ça a augmenté ou ça n'a pas augmenté? Mais si ça a augmenté, pourquoi est-ce que ça a augmenté? Voici la question primaire que les Ivoiriens se posent. Le problème pour vous se pose au niveau de la communication. C'est tout. On dit on augmente les industriels 15 ampères. Mais il y a des foyers qui ne sont pas industriels, qui ont 15 ampères à la maison. Tout simplement parce que la qualité de l'électricité qui est servie à 5 ampères ne les sert pas.
ils vont à 15 ampères. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils puissent comprendre qu'en fait, le problème, c'est parce que effectivement, on estime que ceux qui sont à 10, de 5 à 10 ampères, ce sont des personnes qui ont des moyens, qui ont un revenu moyen, et ceux qui sont à partir de 15 ampères, c'est parce qu'ils ont les moyens de pouvoir supporter plus ou moins la charge. Alors qu'il y a des foyers qui sont jusqu'à 15 ampères. L'autre chose, il faut pouvoir assainir ce secteur-là. Parce qu'effectivement, parce que tout le monde n'a pas l'électricité, mais je vous assure qu'il y a tellement de réseaux parallèles d'électricité dans les quartiers que les gens voient, mais ils ne font rien. Parce que tout simplement, il y a la corruption qui est derrière. Et je dis, je répète, la question d'augmentation, le mot augmenter même aujourd'hui est devenu comme une expression qui choque l'esprit des Ivoiriens. Quand on dit augmenter, c'est qu'il y a problème. Chaque mois, il y a le mot là. Quand ça sort, l'Ivoirien lambda se dit que là, ils sont en train de nous tuer. Et par derrière qu'on fait de la récupération politique, ça devient pertinent aux yeux des Ivoiriens parce qu'effectivement, on augmente. Mais dit que finalement, qui est la cible, qui va subir cela et quels sont les efforts de l'État. Mais il faut le dire vraiment tout simplement. On attend la réaction du ministère de l'Industrie et du Commerce qui vont dire effectivement, on a vu ça. Ils ont augmenté le carburant. Mais au niveau du ministère du Transport, on a vu tellement de communiqués. Au final, c'est vrai que le transport a augmenté plus ou moins, mais ça n'a pas eu un grand impact. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, donc on attend ça du gouvernement. Guillaume Bateau, rapidement. Oui, deux choses. Bon, on a parlé de programme d'achèvement structurel, de libération du secteur. Je voulais dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et que M. Théidé lui-même appartient à un parti politique. Bon, son ancien parti a été au pouvoir. Et que ces réformes-là, globalement, ne datent pas d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, même si je reprends à mon compte, effectivement, la nécessité de la communication pour mettre les Ivoiriens au niveau de l'information. Mais en même temps, on est tous d'accord que sur la nécessité d'ajuster, si nous ne voulons pas avoir un secteur électrique complètement dégradé. André a cité quelques cas de pays voisins. Vous avez eu l'occasion d'aller chez mes parents en Guinée, mais c'est la croix et la bannière. C'est la croix et la bannière à Conakry pour avoir l'électricité. Donc, je ne souhaite pas demain que mon pays soit, même si j'aime beaucoup mes parents guinéens, parce que j'y vais souvent, mais ils ont des efforts à faire. Et nous ne souhaitons pas que la Côte d'Ivoire se retrouve justement à ce niveau de délestage chronique. Donc, il y a des efforts à faire, il y a des efforts au niveau de la communication à faire, mais il est constant que cette réforme se justifie dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui. On a parlé de l'accroissement du nombre d'abonnés, etc., le nombre de villages électrifiés, et aussi le contexte international, on ne peut pas le nier. Voilà. Moi, je pense qu'il y a des questions qui, au niveau national, doivent pouvoir faire consensus. Même si on n'est pas d'accord politiquement, il y a des questions qui doivent pouvoir faire consensus, comme les questions de sécurité, comme les questions, par exemple, de l'énergie, les questions, par exemple, du secteur routier, parce que ce sont des secteurs stratégiques pour lesquels nous, tous Ivoiriens, nous devons encourager le gouvernement à faire des efforts pour qu'on ait une meilleure qualité de vie. Bien noté, Guillaume Bateau. Thédé Jean Gervais, oui, merci madame. Rapidement, je remercie tout le monde. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas contre les efforts du gouvernement et on ne les nie même pas. C'est ça qui est naturel. Lorsque vous vous battez, vous mettez tout en œuvre pour accéder au pouvoir, c'est pour vous mettre au service de la population. Donc il n'y a pas particulièrement de lauriers à vous décerner à chaque fois. En revanche, ce que je dis, c'est que nos amis qui sont là aujourd'hui, je vais parler moi je parle en tant que vice-président d'un parti d'opposition, nos amis qui sont là, ils sont pris dans leur propre orientation idéologique et stratégique au point économique. Quand on va dans le libéralisme à tout va, et qu'en même temps, l'État veut faire des choses, forcément, il y a des cartels qui se créent, il y a des groupes de pression qui se créent, et c'est ça qui donne ça. Les investissements pour le secteur de l'électricité, si on dit que c'est stratégique, si c'est aussi stratégique que les routes, que les ponts, que la santé et autres, dans ce cas, on n'aurait pas dû désengager l'État de façon aussi fracassante comme on l'a fait en 1990. Et je voudrais rappeler que mon parti
dans lequel j'étais avec Guillaume Bateau avant qu'il y ait ce qu'il y a. Le FPI. Avant que vous ne partiez. Vous parlez de FPI. Voilà, donc il y a un pays avant que vous l'abandonniez. Puisque là, il rappelle que quand on était au pouvoir, on n'a pas. Je suis désolé, peut-être que comme lui était journaliste, donc il savait pas. avait renouvelé. On a fait des réformes. La n'a pas d'aujourd'hui. On n'a pas vendu la CIE, enfin l'ECI, on n'a pas vendu la SODECI. L'État doit garder certains secteurs stratégiques quand même. Même dans tous les pays du monde, en France, tous ceux qu'on imite, ils gardent les secteurs stratégiques. Ils gardent les secteurs stratégiques. Et les investissements importants doivent être faits. Aujourd'hui, il y a des secteurs, il y a des privés qui nous vendent, qui produisent l'électricité. L'État s'est totalement désengagé. Et là, c'est pour ça que je disais que quand il y a un problème comme ça, on parle au moins aux gens. On prend le temps, je n'ai pas dit de faire une conférence nationale, mais un petit dialogue social important avec les acteurs, avec les consommateurs, peut permettre de donner des idées. Et puis ensuite, l'État s'implique un peu plus dans la production de l'électricité. Et ça, au moins, ça permet de baisser les coûts et de sauver, de faire des transferts. Parce que c'est le même État qui investit dans les ponts, dans les routes. On peut transférer pour ce qui est vital et puis attendre ce qui est pertinent, mais inopportun. Merci. Monsieur, il y a certainement beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Merci d'avoir répondu à l'invitation de NCI. Un seul carton vert ce soir à Ali Diarasouba, qui est désormais diplômé de HEC et qui aura le plaisir de vous retrouver le dimanche prochain pour NCI 360. Merci de votre fidélité. Demain, le 19h50 sera l'affaire de Mélina Makissi et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h15, donc focus aux faits divers. Nous parlerons de ce fait divers, de cette famille qui a été agressée mortellement pour une question d'héritage. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous a été présentée par la SODEMI, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien.